Comment faire pour accélérer la croissance d'une entreprise? Quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver? Les pièges à éviter? À chaque épisode, je vous partage une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec un entrepreneur ou un professionnel du marketing sur le sujet. Vous allez découvrir les secrets qui se cachent derrière leur succès. Je m'appelle Robin Vézina et bienvenue sur Hypercroissance. Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter Gabriel Tupoula. Gabriel, c'est le CEO de l'entreprise Big Bang ERP. Pourquoi j'ai décidé d'inviter Gabriel? En fait, c'est qu'en 2017, Big Bang ERP a remporté la position numéro 49 dans le top 50 des startups en plus forte croissance selon le classement de canadianbusiness.com. Donc, pour mériter ce titre-là, l'entreprise a soutenu une croissance de leur revenu de 307% sur 2 ans. Donc, tout un exploit. Vous allez voir, c'est assez fascinant d'entendre Gabriel nous raconter à quel point il avait soif de croissance. Pour lui, c'était hors de question de passer des journées dans son sous-sol pour entretenir une histoire romantique d'entrepreneurship qui commence de rien et qui construit quelque chose de gros. Dès jour 1, il avait sa vision sur 5 ans et il a pris les mesures pour l'exécuter le plus rapidement possible. Dans l'entrevue d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment que Gabriel a fait pour se démarquer de sa compétition. Vous allez découvrir son mindset pour soutenir son envie de croissance et d'expansion. Et finalement, vous allez apprendre sa plus grande leçon apprise dans ses 5 dernières années à la tête de Big Bang. Sans plus tarder, voici l'entrevue avec Gabriel Tupoula de Big Bang ERP. Donc, bonjour Gabriel, comment ça va? Merci énormément d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Hypercroissance. Ça m'a fait plaisir, merci. Donc, Gabriel, propriétaire de Big Bang ERP. ERP, au début, j'ai fait mes recherches, j'étais pas familier avec qu'est-ce qu'un ERP. Est-ce que pour les personnes qui savent pas c'est quoi, tu peux nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est? ERP, c'est un acronyme pour Enterprise Resource Planning, qui justement est un sujet qui endort tout le monde au souper de famille, là. Aujourd'hui, quand on parle de ERP, c'est plus un buzzword ou un buzz acronyme pour parler de tout ce qui est gestion d'entreprise, que ce soit autant le finance, mais le manufacturier, la chaîne logistique, l'automatisation des services professionnels ou le marketing, le CRM, la gestion des ventes. Donc, en gros, c'est toute plateforme pour gérer et opérationnaliser une entreprise. Si je comprends bien, dans le fond, c'est un petit peu comme, on pourrait voir une espèce de cockpit d'avion. C'est le dashboard, finalement, de notre entreprise au complet, multi-département. C'est le livrable, c'est ce qu'on vise à la fin. D'accord. Donc, Gabriel, je te pose la question, avant d'arriver aujourd'hui d'être propriétaire de Big Bang ERP, d'avoir créé cette entreprise-là, est-ce que, quand tu étais jeune, tu étais un entrepreneur limonade, vendre les fleurs à ta voisine, est-ce que tu as tout le temps eu cette fibre-là entrepreneuriale? Je suis un peu allergique au mot fibre entrepreneuriale. Je suis un gars de projet. J'aime faire des projets. Est-ce que j'ai fait des stands à limonade? Non, mais je dirais, oui, je savais que de manière lointaine, j'aimerais ça un jour partir une entreprise. Donc, j'ai toujours eu justement le désir de faire des choses nouvelles, sortir de la zone de confort, faire des projets. Fait qu'à la fin, ça devient de l'entrepreneurship. Mais c'est ça, non, pas le stand à limonade, mais disons tous les projets parascolaires qui avaient aucun lien avec mes études, je les ai faits. Est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu de tes premiers projets? De quoi ça avait l'air? Puis c'est quoi un peu les premières choses que tu as montées? Mais c'était, moi, dans mon passé, un des premiers terreaux où j'ai testé l'entrepreneurship, c'est la production d'événements, que ce soit des concerts, festivals de musique, festivals de vidéos, de courts-métrages. Donc, pendant l'année scolaire, que ce soit justement en régie de spectacle, que ce soit en multimédia. C'est ça, je dirais c'est pas mal proche de l'événementiel ou dans le non lucratif, qui est pour moi une des meilleures écoles pour mobiliser des gens. C'est quand on travaille avec des bénévoles, on est prêt à travailler avec beaucoup de types de profils en entreprise. On pourrait dire que c'est quand même éloigné de qu'est-ce qui va être la gestion d'événements. Où est-ce que c'est fait le lien entre le côté un petit peu plus technique de l'entreprise que tu as en ce moment que vers l'événementiel? Je suis quelqu'un d'opportuniste, puis pas autant au sens négatif de moi, dans le sens que, je l'ai dit, je n'hésite pas à sortir de ma zone de confort. Est-ce que le chemin était pré-tracé? Non. Quand j'étais au début vingtaine, je savais que par la fin de la vingtaine, je voulais être dans une entreprise quelque part, soit comme contributeur, fondateur, partenaire. Le lien s'est fait comment? Moi, après l'université, j'ai travaillé en multimédia. Après ça, je suis tombé en commerce électronique. Après ça, je suis tombé en marketing web. Puis après ça, je suis tombé dans le ERP, le CRM. Fait que aujourd'hui, ce qu'on fait chez Big Bang est finalement
un agrégat de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Mais ce qui est encore plus ironique, c'est que dans nos plans de croissance, on veut élargir l'offre de services, puis on va peut-être justement avoir des services d'agence qui vont rejoindre mes expériences passées. Donc, à la fin, Big Bang, c'est une compagnie de services. Puis aujourd'hui, le focus, c'est le ERP, les systèmes comptables, les systèmes de vente, donc tout ce qui est opérationnalisation et optimisation d'entreprise. Mais dans les futurs 10-15 ans, il y a un projet, encore là, pas de date exacte, mais de réélargir l'offre de services de Big Bang. Et ben si on parle justement un petit peu de ERP, est-ce que c'est fait pour n'importe quel type d'entreprise? Vous êtes une entreprise de service. C'est qui exactement vos clients? Puis typiquement, le genre d'entreprise avec qui vous travaillez, ça va ressembler à quoi? Alors, la réponse honnête à la question, c'est que chez Big Bang, je le dis au banquier, puis il n'est pas toujours content, là, mais il n'y a aucun focus. Il n'y a pas de focus d'entreprise ou d'industrie. Il n'y a pas de focus géographique. Il n'y a même pas de focus de taille de client. Est-ce qu'encore là, il y avait des visées spécifiques au moment de démarrer l'entreprise? Non, on a juste dit on allait dire oui à tout. Puis aujourd'hui, là, c'est moins soufflant maintenant, puis c'est moins déstabilisant, mais on a atteint une certaine crédibilité, une certaine notoriété dans nos expertises qui sont justement... C'est ça, c'est vraiment, nous, on s'est focusé à avoir une bonne équipe, de développer l'expertise en ayant confiance que dans ce marché-là, il est en ébullition partout, puis c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. T'sais, on est au Québec, on est à Montréal, environnement francophone. Bon, t'es clairement bilingue, c'est pas un problème pour toi, mais je voulais savoir, est-ce que pour toi, au départ, tu sais, en termes de croissance, de dire, OK, on va capturer le marché francophone, on va capturer le Québec. Après ça, on va aller aux États-Unis. Après ça, on va aller à travers le monde. Y avait-tu ce besoin-là de se dire, OK, on commence avec un petit territoire avant d'aller dans un plus gros? Non, du tout. Moi, je suis un ardent croyant du principe « nul n'est prophète en son pays ». Notre clientèle est à 75% à l'extérieur aujourd'hui, là, parce que dès le début, il y avait, comme je dis, ça revient à ce que je disais, il n'y a jamais eu de focus. Puis une raison de pas de focus, c'est qu'on allait aller là où le marché avait. Je préfère de loin aller me planter dans un pays en 6 mois que de perdre du temps à faire des PowerPoint pendant 6 mois sur le Gartner, qu'est-ce qu'il dit dans ce pays-là. Moi, je suis un pragmatique. Puis c'est sûr que ces stratégies-là vont pas toujours fonctionner. Ça a été utile dans le 0 à 5 ans. Là, je le dis, je m'entoure de gens plus érudits ou plus qui me font justement contrôler mes ardeurs d'entrepreneuriat. Mais à la fin, c'est ça. On est spécialisé en produits infonuagiques, donc on est capable d'œuvrer à distance. Puis oui, on va voyager, mais est-ce que je vais sauter sur un avion demain pour Sydney? Si on peut le faire à distance, on va le faire à distance. Là. OK, nice. Donc, un monde libre sans barrière. Exact. Ouais, c'est super. Puis comment tu te définirais par rapport à tes compétiteurs? Qu'est-ce qui va faire que Big Bang va être différent des autres? Fait que chez Big Bang, on se spécialise en plateforme dernier cri, donc essentiellement des produits cloud, des produits modernes, des produits technologiquement récents. Et c'est là que Big Bang, on se différencie complètement de la compétition. C'est que nous, on est multiproduits. Un test à faire, vous allez dans notre site web, retrouver quelqu'un qui a dans son portfolio autant ou les mêmes produits que nous tous ensemble, ben je vous le dis tout de suite, vous allez passer des heures sur Google. Ça n'existe pas à moins d'avoir trouvé une firme de consultants de 20 000 employés. Là, je veux dire, à la taille qu'on est, là, on est les plus polyvalents et variés en termes d'offres de services. Gabriel, j'aimerais ça justement qu'on revienne un petit peu si la spécialisation et le focus n'a pas été ta clé pour avoir une croissance rapide parce que, faut pas l'oublier justement, en 2017, tu as été nommé dans le top 50 des startups en plus grosse croissance. Aujourd'hui, je sais même pas si tu pourrais être considéré une startup à la grosseur que vous êtes rendu. Mais si on revient un petit peu justement à ce premier, moi j'aime ça explorer un petit peu la phase du premier million de chiffre d'affaires. Ouais. Est-ce que aujourd'hui tu es capable peut-être de focus, d'identifier une clé qui t'a permis d'atteindre ton premier million? Si c'était pas le focus, c'était quoi? C'était la vision d'entreprise. C'est-à-dire qu'en 2014, j'ai regardé où le marché allait, puis je me suis dit, c'est pas vrai que dans 5 ans, les gens vont avoir une seule plateforme. C'est pas vrai que toute une entreprise c'est pas vrai qu'il y a des produits, il y a pas de one size fits all. Il va aller falloir chercher des ingrédients différents, là. Puis on parle du premier million. Ben, le premier million était arrivé parce que je visais un autre X millions dans 5 ans, qu'on n'a peut-être pas atteint, mais le point, c'est le premier million n'a jamais été un objectif. Le premier million était juste un premier milestone au passage et c'était un mal nécessaire. On s'est enfargé dans le premier million. Ça sonne peut-être prétentieux comment je le dis, mais il n'y a jamais été question de premier million. Quand j'ai griffonné le plan d'affaires pour les 5 ans, là, en 2013, là, c'était X, Y, Z, puis le premier million, c'est une première marche. Fait que ça n'a pas été difficile pour toi d'atteindre ce premier million-là? Non. Est-ce que c'était dur? Non. En fait, ce qui était éreintant, c'était les efforts pour soutenir cette vision-là qui était ambitieuse. Fait
quand on part, aujourd'hui j'en parle, puis j'ai un gros sourire, là, mais je veux dire qu'il y a peut-être 3-4 ans, c'était pas évident en termes de formation, puis de vendre ça aux clients, puis de le vendre surtout au personnel en disant, ben regardez, ça va être pas confortable. Puis je le dis quand on engage, que ce soit sur les campus, que ce soit en entrevue ici, je dis toujours Big Bang, ça serait pas confortable. Puis c'est encore vrai. Mais malgré l'inconfort perpétuel, mais je pense qu'on devient quand même habitué. Puis aujourd'hui, c'est rendu naturel chez les gens à l'interne de vivre cette valeur-là. Juste pour, ouais, ben, pour peut-être approfondir un peu ça, Big Bang, ça sera pas confortable. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que, je regarde les compétiteurs. Les produits qu'on vend vont tous être les bons dans les 5 prochaines années. Fait qu'à la fin, quand on regarde justement les recettes entrepreneuriales typiques, c'est genre on monte une entreprise, puis quand c'est stable, on la cash out. Big Bang, c'est pas stable, ce sera jamais. Les produits changent. Fait que la stratégie d'aujourd'hui, oui, je peux esquisser le plan dans 5 ans, mais s'il y a un produit révolutionnaire qui arrive, faut s'adapter. Puis on a beaucoup d'efforts ici qui sont mis en veille technologique pour être sûr de pas rater le bateau. Fait que si on veut rester compétitif puis qu'on veut rester pertinent dans cette vision-là, mais je peux pas prendre pour acquis que qu'est-ce qu'on a sur la ligne de départ aujourd'hui, ça va être bon dans 2-3 ans. Donc, une remise en question, je dirais même structurée, continue, organisée, dans laquelle on réévalue toujours les options. Puis, de par le marché technologique qui est en évolution fulgurante. De par le marché, puis c'est drôle parce que les gens, ils font toujours des conférences sur comment gérer l'innovation, comment ci, ça. Une de nos forces chez Big Bang, c'est qu'on est très structuré, mais c'est des chantiers perpétuels. Puis il y a pas d'état fini, il y a pas la prétention de dire oui, des fois on a des phases plus stables que d'autres, mais on a un cadre, on a des processus qui permettent et soutiennent, favorisent, incitent une innovation continue, puis la vraie innovation passe par la remise en question. Puis ça veut pas dire qu'on s'amuse à parler pour parler, puis on n'en fait pas des dissertations philosophiques de où va le marché en 2020, mais on est très terre à terre, on est très flexible. Fait qu'autant on est capable de soutenir les opérations courantes, autant on se garde une marge continuellement pour réévaluer puis se repositionner. J'aimerais ça, Gabriel, que tu nous parles, peut-être tu nous racontes une histoire, que ce soit le premier million dans les premières années, vraiment dans les débuts. Tu sais, le plus gros problème que tu avais à confronter, c'était quoi? On parle de croissance. Le plus gros problème, c'est pas une anecdote particulière, c'est un phénomène. C'est justement, tantôt tu disais, à la taille qu'on est n'est pas une start-up, mais le point, c'est que Big Bang, la croissance était rapide. Fait qu'on est passé de très vite de start-up à post-start-up. Puis quand Big Bang, j'ai parti de cette compagnie-là, j'avais une chose claire dans ma tête. C'était ma deuxième expérience d'entreprise dans ce secteur-là. Puis je m'étais tout de suite dit, je veux pas avoir la romance d'être 2 personnes dans un sous-sol pendant 1 an. Là. Ça me tentait pas de raconter des histoires de « Ah oui, on a sauvé le premier contrat en dormant 8 fois, en faisant 8 nuits blanches » ou peu importe. Le plus vite possible, je voulais atteindre une vitesse de croisière parce que ça m'intéressait pas de repasser par toutes ces steps-là. Ce que ça fait aux yeux des gens, que ce soit les concours d'entrepreneurship ou les financiers ou les banquiers ou tout, comment le réseau des affaires se structure, c'est que on est comme un adolescent qui a grandi trop vite. Fait que là, l'adolescent, le sportif, que ses bras, ses jambes sont trop, ils ont poussé trop vite, puis il a pas pris le bon poids, puis là, il est tout désynchronisé. C'est-à-dire que même si on était structuré à l'interne, aux yeux de l'externe, on avait l'air de ça. Parce que les gens disent, mais comment ça, vous soutenez une croissance aussi rapide, ou dans quelle catégorie vous tombez, on veut start-up, pas start-up. Tu parlais du prix de start-up qu'on a reçu dans le passé, mais moi, j'étais pas content. Dans ma tête, on n'était plus une start-up. Fait que, on est comme tombé dans un entre-deux qui a grandi trop vite. Puis là, finalement, ça commence à s'estomper là, cette année. Mais qu'est-ce qui me fascine, c'est que tu dis, OK, ben je voulais aller vite. Il n'était pas question que je reste dans mon sous-sol. Est-ce que c'est travailler fort? Est-ce que c'est une stratégie en particulier? Est-ce que c'est un événement? Je suis vraiment curieux de savoir c'était quoi la stratégie. Tu sais, tu dis, OK, je veux pas prendre mon temps, je vais aller vite. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver? Puis qu'est-ce qui a fonctionné? On est dans le service. Je le dis toujours à la fin, en fait, un de mes associés de l'époque, je disais, regarde, on va mettre du monde intelligent dans une salle, puis la nature et le temps font leur travail. Puis à la fin, je peux avoir les prétentions individuelles que je veux ou la vision que je veux. Si je suis pas entouré de gens intelligents ou de gens qui sont motivés ou passionnés par ce qu'ils font, mais ça ira nulle part. Fait que, tantôt, je parlais de cadre soutenant l'innovation, mais c'est pas juste des processus, c'est une mentalité. Puis la stratégie, ça... Dès le début, il y a un investissement dans le personnel, dans la suprastructure pour soutenir les visées plus grandes. Fait que je parlais d'inconfort, mais ça, c'est un autre de ces inconforts-là. Puis ça aurait pu marcher ou ne pas marcher. J'aime pas ça, les gens prétentieux disent « Ah, j'ai la recette, puis ça va marcher. » Dans ce cas-ci, ça a fonctionné.
Mais ce succès-là de Big Bang, aujourd'hui, ça dépend de l'équipe. Puis il y a des gens qui sont là depuis 2014, depuis le début, qui rendent ce succès-là possible. Fait que moi, mon truc, c'est ne pas hésiter à s'entourer de caractères forts. Ne pas hésiter à se doter tout de suite des gens qui vont être les futurs piliers de demain. Puis ne pas inciter à investir dans le personnel. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des postes de direction dans l'entreprise qui étaient dans le fond des débutants il y a quelques années. Donc, ça passe par là. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on a toujours cru depuis le début, puis ce qu'il faut aujourd'hui qu'on est là, c'est vraiment l'investissement en personnel. Nice. Fait que finalement, tu es allé chercher des gens qui sont passionnés de croissance, comme toi, tu as envie d'aller vite, tu étais capable de voir ça chez les personnes que tu engages, puis c'est une question de culture, de dire, ben, la croissance, c'est tout quelque chose qu'on va vivre ensemble, c'est pas moi le capitaine qui va dire, let's go, on se motive, mais tout le monde est aussi motivé que toi. Exact, puis tantôt je disais, quand je fais du recrutement, mais c'est ça, je dis aux gens, on vend l'entreprise, on dit, oui, on a une belle culture, mais moi, quand j'arrive en entrevue, j'étais assez cassant, c'est, regarde, ça sera pas confortable, ça va être étourdissant, ça va te prendre 1 an et demi faire le tour du jardin. Automatiquement, ça va déqualifier les gens qui sont pas partants pour ce genre de vie-là. Puis, mais c'est ça la culture d'entreprise. Fait qu'aujourd'hui, quand on fait face à des phénomènes de mobilité de main-d'œuvre assez élevés, là, les gens vont faire 1 an, 2 ans quelque part. Les gens aujourd'hui, je pense, surtout la génération plus jeune, mais c'est pas tant le salaire ou oui, la carrière, il faut que les gens aient la place de grandir, mais il faut qu'il y ait une compatibilité au niveau des valeurs et de la culture d'entreprise. Puis, je le dis toujours, moi, je veux personne qui rentre ici à reculons dans le cadre de porte, là, tu t'embarques, t'es là pour les bonnes périodes, les mauvaises périodes, mais justement, c'est une histoire de croissance à laquelle tout le monde est invité à contribuer. Moi, j'ai une petite question, Gabriel. Est-ce que tu peux nous partager une leçon que tu as tirée dans les 5 dernières années, peut-être suite à des erreurs que tu as faites ou que tu as répétées, puis là, tu as dit plus jamais je vais faire cette erreur-là? Croissance rapide dit beaucoup d'embauches, puis c'était pas ma première expérience d'entrepreneuriat, mais le profil type qu'on embauche, puis je veux pas blesser n'importe qui aurait pu être un ancien employé de la compagnie, mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a beaucoup plus de succès à engager des jeunes qu'on forme et qu'on investit, dans lesquels on investit énormément, plutôt que de vouloir prendre des gens qui ont 10 et plus d'expérience. Puis ça veut pas dire que les gens de 10 et plus d'expérience ne font pas, on trouve c'est plus difficile de prendre quelqu'un qui a une certaine aisance, une certaine expérience, puis de l'amener à notre machine que de prendre quelqu'un qui était dans la machine depuis le début. Puis je dirais, notre leçon apprise, c'est qu'on n'hésite pas à engager avec moins d'expérience, mais plus investir. Ce serait vraiment une des plus grosses leçons des 5 dernières années, c'est celle-là. Donc, mettons, si on se parle dans 5 ans, Gabriel, où est Big Bang? Qu'est-ce que vous êtes devenu? À quoi ça ressemble? Mais aujourd'hui, en toute franchise, donc, on est une firme de service conseil, puis c'est sûr qu'on est un wagon de luxe, je dirais, là, qui s'attache à la locomotive des produits qu'on recommande. Donc, je serais plus prétentieux, là. Autant Big Bang gagne à être connu, puis il y a une certaine renommée qui se bâtit maintenant, mais autant les 5 dernières années, on s'est positionné comme des spécialistes de produits A, B, C, D, E. OK? Le but dans 5 ans, c'est que Big Bang a une renommée où les gens vont d'abord comprendre Big Bang c'est quoi et les produits seront secondaires. Je pense que c'est juste cette petite subtilité-là qu'on va essayer de mettre en place, c'est avoir ce qu'on va dire en anglais le brand awareness, là, donc un rayonnement qui fait que notre expertise, pas tant de produits, mais comme service conseil at large, est reconnue. Nice, c'est intéressant. Puis je me demande ton rôle, tu sais, si on regarde, ton rôle première année, ton rôle après les 5 ans, y a-tu évolué? Est-ce que maintenant, après 5 ans, tu vas tenir un nouveau chapeau, tu vas tenir des nouvelles responsabilités versus qu'est-ce que tu tenais au départ? Peux-tu juste, mettons, nous mettre, c'est quoi la différence année 1 et maintenant après ce cycle-là de 5 ans? Retour aux sources. Puis je suis quelqu'un de très terrain, je suis quelqu'un de très pragmatique. Puis c'est sûr que quand l'entreprise grandit, on s'éloigne du plancher. Mais là, justement, en 2018, Big Bang s'est doté d'une équipe de direction nouvelle élargie. Puis je voulais pouvoir me recentrer sur le plancher. Je voulais être dans les trachées avec l'équipe. Pas par micromanagement. Je suis très, très macro-manager en passant. Là. Je fais confiance aux gens qui m'entourent. Mais à titre d'exemple, les embauches, c'est pas moi qui ai fait. Là. Des fois, je suis en entrevue, mais la plupart des postes sont comblés par des gestionnaires. Mais je pense que ma valeur en ce moment, c'est maintenant que j'ai une équipe de direction vraiment très géniale, jeune, dynamique, puis des gens très intelligents, mais ça me permet de me recentrer sur le plancher, puis justement de vérifier si la vision de 5 ans est vraie, ce que je peux dire vraiment après l'avoir vu de mes yeux, puis peut-être aider à aller structurer
la prochaine vision. Fait que j'aime ça, moi, mon style, c'est vraiment, maintenant que je suis bien entouré, ça va être me centrer sur là où les gens ont besoin d'aide ou de développement, ou inspirer les gens, ou communiquer la vision d'entreprise, puis les valeurs, puis la culture. J'avais envie de te demander, est-ce qu'il y a-tu quelque chose qui te fait peur? Mettons que tu regardes les 5 prochaines années ou un défi que tu appréhendes, t'es comme, OK, ben ça, je pense que ça va être rock'n'roll. Non, parce que ma job, c'est de pas avoir peur. Fait que le jour où je vais avoir peur, c'est que peut-être quelqu'un va devoir me remplacer. Ben justement, on a tout le temps vers la fin des questions éclairs. On parlait justement de s'éduquer. Puis je te pose la question, pour toi, c'est quoi ta source d'information préférée? Ben, je réponds en toute franchise, c'est mon équipe. Je parle depuis tantôt d'être entouré de gens intelligents, mais la plus grande source de mise à niveau, ben, c'est avoir entourez-vous de gens intelligents, payer des conversations intelligentes tous les jours, mais vous allez ultimement parler du podcast, du blog, de l'article, mais à la fin, le véhicule, le déclencheur de cet intérêt-là, aller lire article A ou lire le livre B, mais c'est mon équipe. Ah, génial, j'adore ça. Est-ce que tu peux nous partager le livre qui t'a le plus transformé? Wow, déteste lire. Ben, y en a-tu eu un? Puis ça se peut qu'il y en ait pas, mais... Non, ben en fait, il y a pas vraiment... en fait, le livre qui m'a le plus inspiré dans ce que je fais aujourd'hui, c'est peut-être The Black Swan, qui est un genre d'essai écrit par un mathématicien, je pense, je me plus, mais quelque chose Taleb, qui dans le fond dit que ça donne à rien de vouloir prédire puis de se perdre dans des modèles de prédictabilité quand dans le fond, les choses les plus marquantes, personne les a prédits. Là. Fait que, tantôt, je l'ai dit, j'ai pas la prétention à savoir ça va aller où dans 5 ans. Je veux juste pouvoir construire un véhicule qui va pouvoir s'adapter. Mais pour en venir au livre d'affaires, je suis pas un adepte de ça. Puis je juge pas les gens. À la fin, chacun est libre de trouver l'inspiration il veut. Mais ce que j'aime pas, c'est souvent, il y a un aspect preacher, il y a un aspect de regardez la recette miracle, ça va fonctionner. Puis souvent, ces livres-là sont écrits par des gens qui l'ont fait juste une fois. Moi, j'aime ça lire quelqu'un qui va l'avoir fait 2, 3 fois. Puis ce que j'aime, c'est surtout les gens qui sont humbles, qui vont parler d'échecs. Parce que souvent, quelqu'un vous parler d'un échec, on va l'apprendre 4 fois plus qu'en écoutant un succès. Puis c'est peut-être le livre que je voudrais lire. C'est ça qui m'intéresserait le plus. Là. Ah, cool. Est-ce que tu peux nous partager ton mantra qui guide, qui te donne une direction? Wow. Si ça prend plus de temps à en parler que de l'essayer, ça je le verbalise moins, là, mais c'est derrière toutes les décisions, ça donne rien de parler pour parler, là. C'est walk the talk. C'est valeur tangible du meeting pour faire du meeting, là, pas ici, là. Fait que, c'est ça, fait que je reviens à l'affaire tantôt, j'ai dit, j'aime mieux me planter dans un pays que de faire du PowerPoint pendant 6 mois, mais cet exemple-là, là, on peut dériver tout le reste. Fait que c'est plus qu'un mantra, c'est vraiment une doctrine, je dirais. Nice. Est-ce que tu peux nous partager, Gabriel, pour terminer, le meilleur endroit pour te rejoindre? Fait que pour me contacter, je suis quelqu'un d'extrêmement déficient, délinquant, allergique au courriel. Donc, je dirais juste appeler au numéro de Big Bang et demander pour me parler. J'aime toujours mieux ça que de recevoir des centaines de courriels que je vais ignorer. Pas parce que je suis snob, c'est parce que je suis vraiment pas dans mon inbox à longueur de journée. Et le site web de Big Bang? BigBangERP.com. Parfait. Un petit mot de la fin. Merci énormément à Gabriel pour avoir participé au podcast Super Croissance. Ça a vraiment été un plaisir. Je dirais, j'étais assez impressionné de voir, justement, on est à tes bureaux en ce moment. Tout est ouvert. En tout cas, c'est assez génial de voir une entreprise comme la tienne aller vite. Je vois qu'est-ce que une personne comme toi peut apporter. Bref, je suis honoré de t'avoir eu sur le podcast. Je te dis un gros merci. Ben, merci à vous. Le plaisir était pour moi. J'ai trouvé l'entrevue très intéressante. Puis tant mieux, ça peut inspirer ou instruire qui que ce soit qui veut se lancer en entreprise. Merci encore. Et voilà, c'est ce qui termine l'entrevue avec Gabriel Tupoula. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Moi, de mon côté, ce que je retiens, 2 choses. Première chose, la croissance vient d'une équipe solide. Donc, dès le départ, il disait qu'il n'avait pas envie justement de rester dans son sol pendant des années jusqu'à trouver l'idée parfaite. Donc, première étape, aller chercher des personnes de confiance avec de fortes capacités qui étaient complémentaires à lui. Et c'est exactement là qui a été capable de faire les choses. Effectivement, c'est pas facile de trouver du talent, mais avec sa vision claire, son envie d'aller vite, il était capable finalement, je pense, d'inspirer les gens, même si au départ, il n'y avait rien, s'il y avait juste une bonne idée. Mais sa drive, son caractère, son envie, et il disait aussi, il n'a pas peur de confronter. Donc, c'est là, je pense, que tu crées un fil de, bon, soit je t'haïs
ou soit je t'adore. Donc, très, très, très polarisant dans son approche. Mais je pense que c'est exactement ça qui l'a permis d'aller chercher ces talents-là puis ces personnes-là qui l'ont soutenu, qui ont permis d'aller vite. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, n'avoir aucun focus. Je trouve que c'est quand même contraire à ce que je vais entendre la plupart du temps. Et donc, ça m'a quand même surpris d'entendre ça. Puis lui-même était conscient de ça. Il dit, bon, mais mon fiscaliste, il serait désolé d'entendre ça. Ou, je sais plus trop qu'est-ce qu'il disait, mais en tout cas, il faisait référence. C'est pas commun de dire oui à tout. C'est pas commun d'avoir au fond aucun focus puis de se pitcher dans tous les sens. Mais en même temps, puis c'est ça que je retiens, c'est exactement ça qui le différencie de sa compétition. Toutes les autres firmes ERP autour de lui, comme il disait, ça va être des représentants de produits. Ils vont choisir un produit, ils vont faire que ça. Un peu comme que nous autres, on décide de faire de la pub Facebook. On n'est pas des représentants Facebook, mais c'est un petit peu ça l'image qu'il appelait. Mais dans son domaine, je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, c'est là qu'il est allé chercher sa différence. C'est là qu'il était en mesure de se dire, de planter son drapeau puis de dire, moi, je suis différent. Moi, je suis pas un représentant de produit. Moi, je suis capable d'apporter des personnes avec de l'expertise sur 4, 5, 6, 7, 8 logiciels différents. Puis on va être capable de vous aider à avoir une solution intégrée. Donc, je pense que c'est ce que je retiens quand même, c'est de trouver sa couleur, de trouver ce qui va nous différencier. Puis lui, dans son cas, c'est le pas de focus. Mais le pas de focus, il permet quand même d'être complètement à part. Puis si quelqu'un cherche une personne multitalent, ben il va se tourner finalement vers Big Bang. Donc de cette façon-là, c'est là qu'il est allé chercher plein de talents. Aujourd'hui, ils sont rendus à plus de 80 employés. Donc vraiment, vraiment une histoire de croissance fascinante. Donc, j'espère que vous avez aimé le podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Et si c'est le cas, je vous invite. C'est toujours utile pour nous si vous allez laisser un review sur le podcast. Donc, allez dans iTunes, laissez un commentaire, laissez une note. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez du podcast, qui vous aimeriez voir. Peu importe le commentaire, il est le bienvenu et c'est quelque chose qui nous aide énormément. Finalement, le podcast, c'est une présentation de J7 Media. Donc, J7 Media, si vous avez soif de croissance comme Gabriel, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous aider. Donc, J7, on se spécialise en publicité Facebook. Et si moindrement, vous voulez aller vite, capturer la part de marché le plus rapidement possible, Facebook est un outil incroyable pour ça. On est les meilleurs dans la publicité Facebook, on connaît les meilleures stratégies. Donc, si vous êtes rendu au moment où est-ce que vous voulez vivre, passer à l'étape, la vitesse de l'hypercroissance, contactez-nous, on va vous aider. Donc, le j7media.com, la lettre J, le chiffre 7, media.com. Donc, de notre côté, on se voit dans un prochain épisode d'Hypercroissance. À très bientôt.